Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum international bois construction, et nous sommes en 2024. Nous allons parler biosourcé, bas carbone, architecture et acoustique, avec mes trois invités. Aurélien Lepoultre, bonjour. Bonjour. Aurélien, vous êtes architecte. Votre agence s'appelle TLW Architecte. Vous nous présentez rapidement l'agence ? Alors c'est une agence qui est située à Nantes. On est environ 25 et on travaille essentiellement dans le domaine de la commande publique et sur tout type de projet. Donc des grands équipements techniques comme la plateforme bois de Kevin, mais aussi des centres de maintenance pour les tramways, des écoles, des mairies et aussi un petit peu de logement. Un petit peu de logement également. À côté de vous, monsieur Xavier Davy, bonjour. Bonjour. Xavier, vous êtes directeur technique activité bâtiment de Egis. Egis, qu'est-ce que c'est ? Alors Egis, c'est un grand groupe d'ingénierie et de conseil qui intervient sur un peu tous les métiers de l'aménagement et du territoire. Et donc au sein de ce groupe, on a une division qui s'occupe de maîtrise d'œuvre de bâtiments. Et donc c'est à cette partie que j'appartiens. À côté de vous, Bertrand de Bastiani. Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes acousticien, excusez-moi, chez Egis. Oui, donc AcousTB, on est filiale du groupe Egis et on s'occupe de l'acoustique sur tous les domaines, que ce soit de l'infrastructure de transport, l'aménagement urbain, le bâtiment, avec depuis quelques années des spécificités sur la construction bas carbone. Ouais. Voilà, et on va voir le travail que vous réalisez. Mais avant de parler de votre travail, on va parler du vôtre, d'architecte. Et parlez-nous de cette plateforme du bois. Qu'est-ce que c'est ? Alors cette plateforme, c'est une zone où on va faire sécher du bois plaquette qui est destiné à alimenter toutes les chaufferies bois de l'agglomération de Lorient. Donc le programme, ça consiste dans la réalisation de hangars conçus pour abriter les tas de bois et aussi conçus pour favoriser le séchage. Et les tas de bois dont on parle, c'est environ 20 000 mètres cubes de bois par an. On favorise le séchage comment ? Par une ventilation ou par ventilation naturelle. Par ventilation naturelle. Donc la forme des toitures, la coupe du projet favorise la ventilation naturelle et l'usage du bois aussi pour la réalisation de ces hangars favorise le séchage. Alors on est dans des bâtiments bois. Il y a un autre bâtiment, je crois, un autre petit bâtiment qui est bois paille, c'est ça ? C'est ça. Alors on a deux petits bâtiments. Le bâtiment du personnel qui est un tout petit programme de 70 mètres carrés avec un bureau, une salle de réunion, des vestiaires sanitaires. Et puis un petit bâtiment technique, là c'est les garages et un petit atelier de maintenance qui fait 200 mètres carrés. Vous m'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un bâtiment bas carbone à tous les étages, on va dire, sur tous les aspects. Expliquez-nous en quoi ce bâtiment est bas carbone et comment vous êtes allé chercher le bas carbone avec ce bâtiment, avec ces bâtiments. Alors déjà, il y a le rapport au sol, où en fait on est sur un terrain très, très mauvais. Et quand on a reçu la première étude de sol, on nous demandait en fait de substituer le sol sur 2 mètres de haut. Et nous, on a vraiment cherché à limiter au maximum l'impact au sol pour limiter les remblais d'apport. Il a quand même bien fallu amener quelques remblais, donc on a sourcé la ressource disponible plus proche du chantier. Et on a également travaillé un principe de fondation légère de type pieux métallique vissé qui nous permettait en fait d'éviter la substitution aussi, enfin la substitution renforcement de sol. Donc déjà au niveau du
du travail du sol. Déjà un travail, un travail bas carbone sur le sol, Ouais, voilà. sur l'emprise du bâtiment. Ensuite, construire 4000 m² de hangar. Bon, pour nous, c'était évident de construire en bois, mais on a voulu, dès le concours, regarder si c'était possible de construire en bois des forêts bretonnes. Et pour ce faire, on a travaillé en amont avec un charpentier qui a pu interroger ses fournisseurs, ses scieurs, et qui nous a rassurés sur la disponibilité sur la faisabilité et la disponibilité de la ressource. Qu'est-ce qu'on a par exemple Alors dans nos forêts, on a principalement de l'épicéa de Sitka et du Douglas. Donc le Douglas naturellement classe 3 pour les parties exposées aux intempéries, et puis l'épicéa de Sitka pour les zones abritées. Voilà, donc l'approche bois local. Tout à fait. Ensuite, il y a un travail sur le matériau, il y a un travail sur la quantité de matière. Comment ça se passe? Oui, sur la quantité de matière, on a privilégié un travail de petite portée et de poutres treillis, donc qui nécessite plus d'assemblage et donc plus de travail manuel, mais moins de matière que des grandes poutres en lamellé collé pour le même franchissement. Il y a l'aspect paille aussi, et on verra avec vous après Xavier sur les aspects biosourcés, mais voilà, pourquoi la paille? Alors, il y avait dans le programme du maître d'ouvrage une demande bas carbone importante, qui était importante. Ouais. Et voilà, il était notamment suggéré de travailler sur les sujets paille. Moi, je venais de faire la formation Pro Paille, et avec Xavier, on s'est dit que ce projet, le petit bâtiment du personnel qui fait 70 m² par son échelle modeste, c'était en quelque sorte un prototype pour essayer de faire ce bâtiment en paille porteuse. Donc la paille porteuse aujourd'hui, ça rentre pas dans le cadre des règles professionnelles de la construction paille. Et donc par ce projet, on voulait apporter un peu notre pierre à l'édifice de la paille porteuse. Un bâtiment un peu démonstrateur. Voilà. Sur la paille porteuse. Allons-y sur la paille, allons-y sur les biosourcés. Comment vous abordez, vous, ce projet? Comme Aurélien l'a déjà un peu évoqué, il y a plusieurs entités sur les hangars. Tout le travail de conception de la charpente a effectivement permis d'économiser de la matière, parce qu'on sait que construire en bois, c'est vertueux, mais on sait aussi que ça reste une ressource qui est renouvelable que si on la gère durablement. Et donc il y a de plus en plus un enjeu de conservation de la matière. Sur ce projet-là, c'est un projet quand même, un ouvrage fonctionnel avec beaucoup de contraintes. C'est une installation classée ICPE avec des exigences de stabilité au feu un peu spécifiques. C'est aussi un ouvrage qui reçoit des charges importantes. En fait, tout le bois stocké vient pousser contre les parois du bâtiment et tout, et ce sont des poussées importantes. Il y a la prise au vent, c'est un ouvrage qui monte à 12 mètres. Et également, il a été conçu pour pouvoir recevoir une centrale photovoltaïque à moyen terme. Et donc ces charges-là ont été anticipées dès le début de la conception pour éviter d'avoir à renforcer. Et donc toute cette charpente-là, elle a été pensée avec l'ensemble de ces contraintes et donc en travaillant à optimiser vraiment la matière. On optimise la matière, comme vous disiez, on évite le lamellé collé pour faire de la poutre treillie. Voilà, c'est ça. Le calcul a été un peu esquissé. On estime qu'on a gagné quasiment 50% de matière en bois sur l'ensemble de ces charpentes par rapport à une conception un peu classique, plateforme logistique, on va dire. Ouais, c'est ça. On essaie d'être un peu plus intelligent, on va dire. C'est ça. Mais ça, c'est un aspect important aujourd'hui, je crois, de faire attention à la matière et à la matière bois. Et au final, économiquement,
Ça revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on a 2 fois moins de matière, on a 2 fois plus de main-d'œuvre, et le fait que la matière, elle vienne vraiment d'à côté, ça a permis, c'est le charpentier qui nous l'a dit, d'être équivalent économiquement. Par contre, construire en bois local introduit des contraintes sur l'approvisionnement, on en a parlé, en termes de quantité, mais aussi en termes de taille, de section, etc. Et donc, en fait, ça va un peu ensemble avec le fait d'avoir fait des charpentes treillis un peu fines, etc. Voilà, ça vous permet de travailler des petites sections. Voilà. Et un autre intérêt aussi, alors qui n'est pas chiffrable, mais c'est le plaisir des compagnons à travailler sur des charpentes un petit peu élaborées plutôt que poser des grandes poutres de 40 mètres de long à la grue, quoi. Voilà, c'est le charpentier qui nous a rapporté ça, que ses équipes étaient ravies de travailler sur ce chantier. Deuxième aspect sur les biosourcés sur ce projet, la paille et la terre. Exactement. Donc sur le bâtiment du personnel, porteuse, hein. Voilà, on a une approche structurelle en paille porteuse, donc qui va au-delà du coup des règles professionnelles qui existent où la paille est utilisée uniquement comme remplissage isolant. Là, la paille reprend les charges. Alors, certes, on a des charges modestes, c'est un simple rez-de-chaussée, mais il fallait quand même rendre assurable le bâtiment et donc le calculer, le justifier, convaincre bureau de contrôle et assureurs, etc. Donc on a travaillé en plus sur des petites bottes de paille. En fait, on a fait un sourcing des agriculteurs, on va dire à 50 km du chantier, et on s'est rendu compte qu'aucun n'avait de botteleuse qui permettait de faire des bottes de paille de 70 cm de large, qui est souvent utilisé pour faire de la paille porteuse. Et donc on est resté sur des bottes, je dirais, classiques de construction, qui sont en 36 cm par 46 cm, donc c'est quand même des murs un peu plus fins. Et donc je dirais sur ce projet-là, on a réussi à pousser un petit peu la chose pour affiner ces murs paille porteuse. D'accord. Techniquement, rapidement, comment ça se passe Monter un mur en paille porteuse ? Oui. Alors, on commence par ce qu'on va appeler une sablière en bois, une lisse basse qui vient faire la connexion avec les fondations. Et ensuite, on empile les bottes une à une, un peu comme monter un mur en maçonnerie finalement, en quinconce, et on vient planter des aiguilles en bois qui permettent d'assurer un peu la connexion de tout ça. Une fois qu'on a monté les différents rangs de bottes de paille, donc de mémoire on en avait 7 nous, sur notre projet pour monter la hauteur du niveau, on vient rapporter une lisse haute en bois également et sangler l'ensemble, et ensuite appliquer une force de compression sur l'ensemble pour pré-comprimer la paille et éviter d'avoir du fluage, donc la déformation long terme, un tassement au bout d'1 an, 2 ans, etc. Donc on vient la pré-comprimer et c'est une fois qu'on a fait ce travail-là qu'on vient ensuite l'enduire. Donc côté intérieur, on a utilisé de l'enduit en terre crue, donc vraiment de la matière brute, je dirais. Alors on voulait utiliser la terre du site, mais il s'avère que la terre n'était pas très qualitative, donc on n'a pas pu. Mais ça reste malgré tout de la terre crue avec un léger amendement de fibres pour pas que ça fissure. Et côté extérieur, on est en enduit terre chaud pour assurer une meilleure résistance vis-à-vis de l'humidité. On a fait un bon petit tour d'horizon et il faut qu'on parle d'un autre sujet parce que on va parler d'acoustique, c'est étonnant, mais en fait, en réalité, vous êtes allé vous greffer, on va dire, vous avez saisi l'opportunité de cette expérimentation de ce mur en paille porteuse pour voir comment il se comporte au plan acoustique, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. À Acoustébé, on est en bureau d'études, on s'intéresse depuis longtemps à toute la solution bas carbone, que ce soit sur la construction bois, mais d'autres solutions. Et effectivement, on a eu, comme on fait partie du groupe Egis, on a eu connaissance de ce projet, de ce petit bâtiment prototype. On s'est dit, c'est l'occasion rêvée de venir tester sur ce chantier les performances acoustiques d'un mur en paille qui, généralement, dans les autres constructions, il y a un doublage qui est rapporté à l'intérieur, qui vient assurer de manière très très large l'acoustique, les transmissions donc extérieures, intérieures, et également les transmissions latérales d'un mur à l'autre. Et là, on était avec un prototype sur lequel on n'avait pas ce doublage, et c'était l'occasion de venir récupérer de la donnée qui est assez peu existante dans la littérature sur ce point-là. Voilà, donc en fait, on étudie le comportement du mur paille au plan acoustique sans doublage.
C'est ça. Alors son comportement, il est comment? Alors du coup, il correspond il est plutôt bon côté intérieur-extérieur. On a mesuré, alors le chantier n'est pas totalement terminé, donc on n'a pas les cloisonnements et toutes les finitions, mais on a quand même fait des mesures là pour pouvoir avoir des choses à présenter au forum notamment. Et donc on a un isolement hors fenêtre, hein, sur le mur opaque qui donne l'extérieur, qui est de l'ordre de 36 décibels. Qui est une valeur tout à fait correcte. En laboratoire, on mesure de manière brute à peu près 40-42. Donc là, avec les fuites, on a quelque chose de cohérent. Et on attend le cloisonnement là, pour pouvoir mesurer la transmission latérale, c'est-à-dire lorsqu'on va venir mettre une cloison en percussion de cet enduitaire, quels sont les bruits qui pourraient transférer par cette cloison. Par cette cloison. Donc pour le moment, on n'a pas tout à fait, mais globalement, vous êtes assez satisfait du comportement du mur, on va dire. Oui, en tout cas, ça apporte beaucoup d'enseignements et ça complète un peu les données qui ne sont pas forcément disponibles, parce que c'est vrai que la filière paille, il n'y en est pas sur des industriels qui ont des capacités d'investir sur des essais en laboratoire ou de beaucoup de choses. Donc la donnée, elle est assez rare, donc on saisit cette opportunité là. Pour voir comment ça marche. Donc on aura Exactement. la suite avec les cloisons dans l'année prochaine ou... Peut-être pas l'année prochaine, mais on essaiera c'est ce que je disais sur l'atelier, de publier sur notre site sur LinkedIn la suite et les résultats pour pouvoir donner les données. Et puis au sein de la profession, donc moi j'ai piloté l'atelier acoustique d'Adif Bois qui s'est transformé là avec le concours de la CAPEB à une commission acoustique de la filière bois. Et donc avec tout un groupe d'acousticiens, on se réunit régulièrement. Et c'est aussi l'occasion, là, on le partagera dans ce groupe de travail. On a fait un bon tour d'horizon de ce projet, on arrive à la fin de l'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire encore sur la chasse au carbone, Aurélien? Comment dire, ce qui était très, très intéressant, très motivant sur ce projet, c'est que tous les acteurs, le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre, les utilisateurs étaient passionnés par le projet et on était tous... comment dirais-je, on était tous mobilisés pour aller chercher ce qui était possible de faire. Il était possible de faire. Ça veut dire qu'il faut une équipe soudée, ça veut dire qu'il faut un travail en amont pour réussir un projet comme celui-ci. Oui, tout à fait. Toujours, ouais. mais peut-être encore un peu plus, non? Ouais, effectivement, c'est un travail d'équipe. Quelque chose que je retiens aussi sur ce projet, c'est que assez étonnamment, au concours, on a jeté les bases de ce projet-là et ça a très très peu évolué. Je pense que aussi parce que tout le monde était enthousiaste et aligné dans la même direction, et puis qu'on avait aussi défriché beaucoup ces sujets de sourcing, etc., qui sont nécessaires quand on fait de l'innovation et quand on construit un peu différemment, quoi. Et puis on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais sur ce projet-là, il y a eu plein d'autres petites choses. Alors pas que bas carbone, mais environnemental. On a mis en place des toilettes sèches, on a fait de la récupération d'eau de pluie, on a un système de gestion des VRD assez particulier, etc. Enfin, un peu sur tous les corps d'État, on a essayé de saupoudrer des bonnes pratiques, on va dire, et c'était particulièrement intéressant. Je retiens le saupoudrage de bonnes pratiques. Je voudrais aussi rajouter que les entreprises ont été particulièrement motivées aussi, que ce soit le charpentier bois ou Nebraska pour la paille porteuse. En ce qui concerne Nebraska, il y a eu un chantier formation. Donc ça, c'était aussi très intéressant de pouvoir se servir de ce chantier pour faire de la formation. Enfin, écoutez, merci. Et donc, vous avez le mot de la fin, acousticien. Est-ce que les biosourcés sont vraiment compatibles avec une bonne acoustique? Alors, les biosourcés sont effectivement compatibles avec l'acoustique. Le tout, c'est de l'étudier
avec des essais, d'accompagner l'innovation et ces nouveaux matériaux qui apparaissent dans la construction. Et avec des dimensionnements, on voit qu'avec de l'ingénierie, tu l'as fait sur la charpente, et avec des études, on arrive à faire un juste dimensionnement et pas surpréconiser, réisoler et réisoler. Donc ça, c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est d'accompagner toutes ces innovations avec un peu d'ingénierie, avec de la volonté pour arriver à être frugal aussi dans les matériaux. Voilà. Écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler donc de ce projet situé en Bretagne, à Lorient, de plateforme de stockage de plaquettes de bois, c'est ça? Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le Forum international Bois Construction 2024. Merci à vous. Merci.